Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être présent pour cette session et je remercie aussi Hichem pour m'avoir donné l'occasion de présenter un sujet qui intéresse beaucoup de monde, donc le deep learning. Sans plus tarder, voilà, vous mettez votre ceinture de sécurité. Il y aura pas mal de détails ce soir, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions. Et j'espère que, en tout cas, ceux qui découvrent un peu le sujet, j'espère vous donner un maximum de billes pour le découvrir davantage. Et ceux qui le connaissent peut-être un tout petit peu, de consolider un peu leurs connaissances et pourquoi pas aspirer à découvrir de nouvelles choses. Donc avant tout, je vais rapidement me présenter. Donc je suis Mohamed Haïk Zayani, je suis Tech Lead Data Scientist et j'ai quelques années d'expérience. Je suis plutôt de formation réseau informatique et télécommunication. Donc, j'ai eu mon diplôme national d'ingénieur à l'INSA Tunis. Et j'ai eu l'occasion d'avoir aussi d'aller à l'INSA de Lyon pour un master de recherche, toujours dans le domaine des réseaux télécommunications et services. Et ensuite, j'ai continué une thèse à Télécom Sud Paris autour du même sujet. Donc, je me suis un peu plus spécialisé dans tout ce qui est aspect protocolaire, mécanismes de communication dans les réseaux sans fil. Quand je dis réseau sans fil, réseau ad hoc, réseau de capteurs. Et c'est là où j'ai eu la première opportunité de travailler sur des données. Et c'est là, si on va imaginer un peu, c'est là où je suis tombé la première fois dans la marmite de la data science et pour traiter notamment des fichiers journaux afin de prédire la structure d'un réseau où les dispositifs sont utilisés par des individus. Et c'est là où j'ai commencé à aimer ce domaine-là, de la data science. Et j'ai pu par la suite intégrer pas mal d'instituts et de sociétés en qualité d'ingénieur, data scientist, également ingénieur en recherche et développement, parce que c'est en fait j'aime bien rechercher, aller à partir à la conquête de la vérité derrière les données, tester des choses, tester des algorithmes, tester la création de nouvelles variables pour répondre à une problématique bien donnée. Donc l'objectif, c'est vraiment jouer le rôle de détective bien, pour répondre à des problématiques qui sont posées. Et du coup, dans mon expérience, j'ai eu pas mal d'occasions de travailler sur certains sujets. Si ça vous intéresse dans le futur, on pourra toujours échanger avec plaisir. Donc, on va commencer, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme l'a dit Hicham tout à l'heure, ben, on entend parler de intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Donc, ces concepts-là, ils reviennent très souvent dans notre quotidien. Et on sait bien qu'avec l'avènement de ChatGPT, eh bien, ben, ça émerveille tout le monde. Mais c'est un travail de longue haleine, en fait. Si on concentre sur le concept d'intelligence artificielle, ben, il englobe beaucoup de sujets, notamment la robotique, les systèmes experts, où là on va essayer de créer de l'inférence via des bases de connaissances, de bases de règles, pardon, pour créer des connaissances. Mais il y a aussi le machine learning, qui consiste en fait à créer des algorithmes ou des méthodes qui permettent d'apprendre sur des données sans forcément coder la manière d'apprendre. Donc, c'est des algorithmes qui peuvent ingurgiter des données et qui peuvent les lier pour obtenir une sortie. Et le deep learning, il fait partie, donc c'est une sous-classe du machine learning qui a pour vocation de s'intéresser tout d'abord à des données non structurées. Typiquement, le deep learning, en fait, c'est une thématique qui a été révolutionnée par sa capacité de traiter les données non structurées. Et quand je dis non structurées, surtout, je parle d'images, tout ce qui est contenu vidéo, et également tout ce qui est données de séquentielles pour lesquelles on veut apporter une réponse. Et j'entrerai dans le détail plus tard dans la présentation. Donc le deep learning, comme je l'ai présenté, c'est une sous-catégorie de l'apprentissage automatique. Sa particularité première, c'est qu'on utilise des réseaux de neurones artificiels pour résoudre des tâches complexes. Donc le deep learning, euh, il a permis quelque part de dépasser les limitations de l'apprentissage automatique classique. Et en fait, sa force, c'est de détecter ou d'extraire automatiquement des caractéristiques à partir de données.
Et la force du deep learning, c'est de synthétiser des relations fortement non linéaires et qui permet de rendre possible ce qui était auparavant impossible. Je vais rentrer dans les détails, mais c'est la force première et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le deep learning, il permet de créer des relations fortement non linéaires entre les inputs et l'output afin de répondre à des questions assez complexes. Donc les caractéristiques clés du deep learning, c'est l'apprentissage profond, c'est-à-dire qu'on va créer des réseaux de neurones qui permettront d'apprendre sur des représentations hiérarchiques des données. Donc on peut détecter des motifs, et là on parle vraiment, quand je dis motifs, c'est vraiment lié à tout ce qui est traitement d'image. C'est aussi adapté à maintes problématiques, donc les réseaux de neurones sont capables de gérer un nombre très grand de paramètres en entrée et qui peuvent s'adapter à différents types de problématiques, que ce soit des données classiques, des données tabulaires, des données sous format d'image ou des données sous format de séquence. Et également, quand ces réseaux de neurones sont accompagnés d'une puissance de calcul eh bien, qui fait l'affaire, on peut s'attaquer à des problématiques très complexes, mais également avec des données très volumineuses. Et ce qui rend cette thématique très intéressante. Le deep learning, donc, comme je l'ai dit, ces dernières années, c'est de plus en plus à la mode, parce que ça a permis de traiter des problèmes qui étaient difficiles pour les algorithmes classiques de machine learning et qui permet d'automatiser et de gérer des tâches qui étaient considérées très complexes par le passé. Et là, il y a plusieurs thématiques qui se sont intéressées au deep learning. La médecine, l'un des faits les plus marquants, c'est qu'en 2018, il y a eu une compétition qui a été mise en place dans un hôpital à Pékin entre médecins et algorithmes de détection sur des imageries, sur des images médicales. Et la compétition était de détecter, de voir quelles étaient les images qui détectaient, en fait, ou par lesquelles on pouvait détecter des maladies. Et en fait, le modèle de deep learning, il a été plus efficace que les médecins. Donc, c'est une véritable révolution qui permet d'anticiper les maladies très tôt et qui permet de prendre les dispositions nécessaires eh bien, pour prendre les bonnes décisions. Donc, ça aide vraiment les médecins à attaquer les problématiques très tôt. Il y a aussi la lutte contre la criminalité. En se basant sur des données de criminalité, notamment aux États-Unis, on peut anticiper un crime dans un quartier en particulier. Et donc, ça aide aussi les forces de l'ordre à anticiper eh bien, des actions qui peuvent être nocives à certains citoyens. Il y a aussi maintes autres applications autour de la détection de fraude, la reconnaissance faciale, notamment pour détecter quels sentiments la personne dégage, ou bien pour compter, par exemple, des personnes à travers leur visage, compter le nombre de personnes dans une foule. Tout ce qui est extraction de texte, prédiction de séries temporelles, mais également ce qu'on évoque de plus en plus actuellement, c'est tout ce qui est l'IA générative autour de la génération de texte ou la génération d'images. Donc là, ça prend de plus en plus de place et c'est des algorithmes qui ont fait vraiment leurs preuves dans divers domaines. Quel était le point de départ? En fait, le point de départ, c'était dans les années 50-60, on s'est basé sur des modèles, des méthodes statistiques traditionnelles, telles que la régression linéaire et l'analyse discriminante. Et ces méthodes ont évolué au fur et à mesure dans les années 80-90 eh bien, pour développer ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc là, on a commencé à évoquer les arbres de décision et les réseaux bayésiens. Et en fait, ces modèles ont montré leur capacité, mais se sont confrontés à des problématiques ou des limitations quelque part. Parce que dans la majorité des cas, pour faciliter la vie entre guillemets, d'un algorithme de machine learning classique, il faut qu'il y ait un effort ou l'apport d'un expert pour faciliter l'ingestion de la donnée ou transformer apporter de nouvelles variables ou faire des transformations. Et du coup, ces algorithmes-là sont aussi confrontés à la difficulté de gérer des formats qui sont un peu particuliers, tels que les données non structurées, et comment faire pour extraire des informations automatiquement de ces données-là. Donc là, ce qu'on faisait avant, par exemple, pour traiter une donnée, on appliquait dessus une opération d'aplatissement.
c'est-à-dire qu'on rendait une image à 2 dimensions sur juste un vecteur et qui reprend les pixels un par un. Donc ça, c'est à partir d'une certaine taille d'image, par exemple, là, ça va être un peu compliqué. Et du coup, ce qui a révolutionné notamment le domaine du traitement d'image, c'est que ces réseaux de neurones profonds ont la capacité de répondre à ce genre de problématiques et apprendre à partir de ces données-là et à sortir en fait les motifs pertinents pour que le modèle arrive à comprendre, à détecter le contenu d'une image, et bien pour le relier à une sortie. Bien sûr, dans ces problématiques-là, on fait soit de la segmentation, soit de la classification, mais les réseaux de neurones sont capables d'extraire les données intéressantes sans pour autant avoir besoin de l'intervention eh bien, d'un expert. Et c'est ce qui a révolutionné en fait ces techniques-là. Donc, ces algorithmes-là, en fait, ont été une véritable révolution, mais ce qui les a aidés à être de plus en plus exposés, c'est l'augmentation exponentielle des données. Donc, nous sommes dans une époque où les sources de données sont infinies. Internet, tout ce qui est capteur, tout ce qui est vidéo. Donc, on a un vivier de données qui est important. Il y a aussi tout ce qui est l'amélioration de la puissance de calcul, donc tels que les GPU ou les TPU, qu'on utilise de plus en plus pour traiter, avec lesquels on utilise les modèles de deep learning. Et également ces algorithmes qui ne cessent d'évoluer et qu'on ne cesse d'améliorer au fur et à mesure. Donc, quand on développe sa propre application ou son propre modèle, il faut toujours avoir un œil sur l'évolution parce que c'est un domaine où l'évolution ne s'arrête pas. Quelle était l'inspiration derrière tout ça, en fait? L'idée, c'est derrière le deep learning, c'est de reproduire comment le cerveau humain apprend, tout simplement. Donc, on essaye de faire imiter les ordinateurs la manière avec laquelle un être humain va apprendre. Et en fait, l'idée, donc si on rentre dans les détails, c'est qu'on essaie de reproduire le fonctionnement de neurones biologiques. Donc on a ce qu'on appelle le corps cellulaire, qui va accueillir des données, qui va recevoir des signaux à partir de ce qu'on appelle les dendrites. Il va y avoir une pondération de tous les signaux qui vont arriver dans le corps cellulaire. Il va intégrer tous les signaux et en fonction de l'accumulation de ces signaux-là, il y aura ou pas une transmission chimique. Donc le nœud central, c'est lui qui va décider si l'information va continuer vers les nœuds suivants. Je prends un exemple, mais peut-être qui n'est pas scientifiquement vrai, mais tout simplement, si on va regarder un mur qui est de couleur bleue, on va supposer que les neurones qui sont sensibles à la couleur bleue, c'est eux qui vont envoyer l'information. Par contre, s'il y a des neurones qui sont plus sensibles à la couleur rouge, bah, eux, ils vont rester inactifs. C'est un peu le principe. Et si on essaie de transposer ça dans un réseau de neurones artificiel ou un neurone artificiel, eh bien, on pourra assimiler les signaux dans les dendrites comme les entrées, qui seront pondérés. Donc, on va affecter des poids au niveau de ces entrées-là. Il va y avoir un biais qui va essayer d'ajuster le signal qui va être introduit. Également, il va y avoir au niveau du nœud, donc du corps cellulaire, il va y avoir ce qu'on appelle une fonction d'activation qui, selon les entrées pondérées, va occasionner une sortie. Et en fait, ces sorties, eh bien, ça va être dépendant d'une fonction d'activation. La fonction d'activation, généralement, ce sont des fonctions non linéaires et c'est ce qui apporte toute la force des réseaux de neurones. Si on passe au fonctionnement d'un réseau de neurones, on va commencer par l'élément le plus simple qui est le perceptron. En fait, pour reprendre un peu le schéma de tout à l'heure, donc on va avoir un perceptron qui va consommer des entrées. Les entrées, ça va être différents types de variables, des signaux, etc. Et ces signaux-là, ils vont être pondérés. Donc, lorsqu'on va traiter un problème de régression ou de classification, il va y avoir des paramètres qui vont avoir plus d'importance que d'autres. Donc, c'est pour ça que les poids sont importants. Et le perceptron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'adapter les poids de la manière la plus adéquate possible pour que, une fois que tous les signaux sont agrégés, bon, on arrive à la meilleure sortie possible.
Donc la fonction d'activation, elle est là pour bien transformer le signal d'entrée en signal de sortie et introduire au fur et à mesure, et on le va voir, l'importance de ça, la non-linéarité. Donc c'est ce qui donne la force du perceptron et des réseaux de neurones d'une manière générale. Et une fois qu'on a calculé la sortie, eh bien, nous allons avoir un signal auquel qu'on va pouvoir confronter par rapport à une sortie réelle. Et c'est là où, j'anticipe un peu, mais c'est là où le perceptron, comment il va faire, c'est que selon plusieurs itérations, il va y avoir déjà une initialisation des poids avec les signaux en entrée. On va calculer une sortie à travers une fonction d'activation. On va confronter la sortie par rapport, là, donc la sortie calculée par rapport à la sortie réelle. On va calculer une erreur et on va rétropropager l'erreur en arrière pour voir comment ajuster ces poids-là. Et au fur et à mesure, donc on va utiliser un algorithme de rétropropagation, donc, ou algorithme de descente de gradient, on va le croiser tout à l'heure. Mais c'est l'idée, c'est derrière plusieurs itérations, on essaye d'adapter au mieux ces poids pour répondre à une problématique. Donc voilà, je l'ai un peu répété. Il va y avoir aussi une condition d'arrêt, soit c'est un nombre d'itérations qu'on va fixer, ou bien, dans le meilleur des cas, c'est que quand on arrive à une différence entre la réalité et ce qu'on trouve comme prédiction lors de l'entraînement, on arrive à un seuil sous lequel on va assurer un peu la différence. Donc si on arrive à toujours à travers, on arrive à un seuil, on arrive à avoir une différence qui est toujours inférieure à un certain seuil, on va dire qu'on a convergé. Bien sûr, vous vous en doutez bien, c'est que quand on va utiliser un perceptron, eh bien, il ne va être utilisé que pour résoudre des problèmes simples, mais ça reste un élément de base. Et quand on va mettre ensemble plusieurs perceptrons qui vont collaborer ensemble, là, tout problème complexe va être traité d'une manière un peu plus efficace. Je vais vous proposer, dans un premier temps, de voir un premier exercice pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Donc là, je vais vous parler par la même occasion d'une bibliothèque que j'utilise personnellement pour travailler sur des petits projets autour de deep learning, qui s'appelle Keras. En fait, c'est une bibliothèque qui se trouve, que vous pouvez aussi installer via TensorFlow, une librairie très connue et en fait qui est développée par Google. Donc, en fait, Keras, sa particularité, c'est qu'il offre une interface très rapide à utiliser et qui est très facile et qui permet de s'attaquer rapidement à la création de réseaux de neurones. Et du coup, elle est très facile d'utilisation et je vous conseille vivement de voir parce que vous pouvez créer rapidement votre propre réseau et vous pouvez l'adapter aussi à des problématiques que vous voulez traiter. Donc, dans un premier temps, l'exercice qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va créer un perceptron qui va consommer deux entiers, A et B, et qui va apprendre à comment faire l'addition. On va voir dans un premier temps, est-ce qu'il arrive, quel est le résultat qui va nous fournir, et on va faire un focus aussi sur les poids pour voir comment ont été ajustés les poids au fur et à mesure, et on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais passer rapidement un autre exercice. Je suppose que vous voyez tous mon écran. Donc là, pour vous présenter rapidement l'outil, c'est Jupyter Notebook. Donc vous pouvez installer via Anaconda, donc qui fournit des bibliothèques de Python. Et donc c'est un IDE que vous pouvez lancer sur votre navigateur et qui permet de traiter, d'exécuter des bouts de code. Donc pour tout ce qui est exploration d'algorithmes d'apprentissage ou si vous faites l'analyse des données au préalable, bah, c'est l'outil qu'il faut voilà, pour découvrir un peu vos données, voir leurs caractéristiques ou même créer des visualisations. Donc là, rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais importer les données. Si vous avez des questions, il y a des choses qui vous semblent bizarres ou que vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas à poser sur le chat. Donc là, j'importe les librairies. Pour importer notre modèle, donc un modèle séquentiel, on fait keras.models.import sequential. Et on va juste créer une couche classique et on va voir comment créer un seul perceptron. Donc là, je crée mon jeu de données. Je définis un data frame où j'ai une colonne A
dans laquelle je vais mettre différents entiers entre 0 et 300, et une colonne B, je vais faire la même chose, et je vais créer une colonne supplémentaire qui est la somme. Donc là, je pense que c'est simple à comprendre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser notre jeu de données entre jeu de test et jeu d'entraînement. Donc ça, c'est généralement une bonne pratique à faire lorsqu'on veut tester son modèle, d'en prendre sur des données et de les tester plus tard sur un jeu de test. Donc là, rien de bien sorcier non plus. Donc on utilise cette fonction de scikit-learn qui s'appelle train test split. Et là, on a pris 75% de données en tant que données d'apprentissage, et le 25% qui reste, c'est les données de test. Et donc là, on va créer un modèle avec un seul perceptron. Donc on l'initialise ainsi. Donc on crée au départ le modèle via la commande sequential. Ensuite, on va rajouter juste un nœud simple, donc une couche dense, donc c'est un perceptron classique, avec la cardinalité 1, donc on va lui dire que c'est juste un seul nœud. Et en activation, on va dire linéaire, parce que c'est l'une des fonctions d'activation de sortie. Je vais vous en parler un peu plus dans la suite. Ensuite, une fois que le modèle est créé, on va compiler. On va utiliser un optimiseur, là, qui s'appelle Adam. C'est un type d'algorithme de, de rétropropagation, en fait, de gradient de descente, qui va permettre d'optimiser les poids. On va utiliser le mean squared error comme une métrique de coût. Et on peut suivre aussi l'apprentissage via d'autres métriques. Là, j'ai mis la mean absolute error. On va faire le feeding, donc l'apprentissage. On va consommer des X en entrée, donc le X-train, c'est A et B, et le Y, c'est la somme. On va faire 10 itérations. Le batch size, généralement, c'est la taille au bout de laquelle on va mettre à jour, la taille des données au bout de laquelle on va mettre à jour nos poids. Et une fois que c'est fait, on peut évaluer directement sur le jeu de test. Donc là, j'ai présenté les choses rapidement, mais je pense que c'est assez simple à comprendre. Et si je lance, donc là, l'apprentissage est abstrait, mais en tout cas, là, ce qu'il a fait, le modèle il a commencé à apprendre, et je lui ai demandé de me donner la somme de 25 et 75. Bon, normalement, je devrais avoir 100. Mais il s'avère que le perceptron n'a pas eu le temps d'assez d'apprendre. Donc, il me propose des poids. Donc là, j'affiche aussi les poids au niveau du perceptron. En fait, il a donné un poids de moins 0,75 pour A et moins 0,86 pour B. Le 0,22, c'est le biais. C'est le signal qu'il utilise. En fait, pour retrouver le moins 83,47, il a multiplié le 25 par moins 0,75, le 75 par moins 0,86, et il a rajouté 0,22. Donc, pour vous faire comprendre comment le modèle il a adapté les poids. Il s'avère que ce n'est pas suffisant, donc ça reste très limité. Donc, ce qu'on fait, si on se dit que on va donner le modèle la capacité d'apprendre sur un peu plus d'époques, donc un peu plus d'itérations. Donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on reprend les mêmes données, mais je lui dis, tu fais le même apprentissage sur 100 itérations. Et on essaie de voir si les choses ont évolué. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il me donne un nouveau résultat pour 25 et 75, mais là, c'est 67,45. C'est beaucoup mieux. On voit que les poids commencent à s'approcher de 1, mais ce n'est pas encore le cas, et que son biais, il est toujours utilisé pour mieux ajuster son signal. Donc là, on a vu que le perceptron peut apprendre commence à bien apprendre sur des problématiques qui restent tout de même simples, mais comment on fait pour rendre les choses peut-être un peu plus intéressantes? Donc là, on a vu dans un premier cas les perceptrons. Si on passe au réseau de neurones, et en fait, les réseaux de neurones, quelque part, c'est qu'ils sont basés sur des couches de perceptrons. Donc, ce qu'on appelle le multilayer perceptron. En fait, l'idée, un réseau de neurones, il est construit sur 3 couches. Il y a une couche d'entrée qui correspond à mes variables d'entrée. Donc là, typiquement, pour les schémas que vous voyez là, c'est comme si j'avais 5 variables en entrée. Il y a une couche de sortie. Ça pourrait être le prix d'une maison. Si j'ai des variables, la surface de la maison, est-ce qu'il y a un jardin, quel est le nombre d'étages, l'année de construction, et je rajouterai peut-être une autre variable, le nombre de chambres. Donc là, j'ai 5 variables. Et en sortie, j'ai le prix de la maison. Les couches intermédiaires, elles sont là, elles sont positionnées
pour créer des relations entre ces variables-là et la sortie. Et leur but, c'est d'apporter cette forte non-linéarité entre les variables et bien sûr la sortie. Donc la couche d'entrée, elle va accueillir toutes les données pour une observation en particulier. Donc les données, elles sont consommées par la couche d'entrée. Les couches de sortie, les couches intermédiaires, elles vont consommer les signaux de la couche précédente qui sont pondérés, et selon la fonction d'activation, ils vont occasionner des sorties. Et ces sorties seront aussi pondérées pour la couche suivante, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la couche de sortie, qui va prendre les sorties ou les résultats formulés par la dernière couche cachée, et qui va les additionner selon les poids pour obtenir un résultat final. Donc c'est ça un peu la logique derrière tout ça. Et du coup, vous voyez qu'il y a un nombre de paramètres très importants, déjà entre les couches. Donc entre la couche d'entrée et la première couche cachée, ben, on a 5 fois 7. Donc on a déjà 35 poids, rien que pour la connexion entre la couche d'entrée et la couche cachée. Eh bien, vous imaginez par la suite, plus on crée des réseaux très grands et plus le nombre de paramètres, il explose. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que si j'ai mon réseau que j'ai construit, j'aimerais bien qu'il prédise bien le prix de la maison quand je lui donne 5 paramètres. Eh bien, il y a un travail très important sur la mise à jour des différents poids que vous voyez. Donc, il y a un nombre important de poids qu'il faut gérer et qu'il faut mettre à jour pour que, lorsque je passe un signal d'entrée, toutes les relations soient bonnes pour trouver ma sortie. Et cela se fait derrière plusieurs itérations, mais il y a un schéma directif qui ressemble beaucoup à ce que j'ai décrit pour le perceptron. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va propager vers l'avant toutes les données d'entrée par rapport à des poids qui sont initialisés pour la première itération. Donc on va faire des calculs au fur et à mesure. Donc les entrées, une fois qu'elles sont propagées au niveau de la première couche, on va calculer au sommet par rapport à des poids, créer une somme. Cette somme-là va être confrontée à une couche d'activation. La couche d'activation, elle va intégrer ou régénérer de la non-linéarité. Elle va créer une sortie. Et cette sortie va être consommée par la suite par la couche cachée suivante, et ainsi de suite. À la fin, il va y avoir un calcul. Donc, lors des premières itérations, mon algorithme, quand il va apprendre, il va générer des premières prédictions par rapport à ce qu'il a appris. Il va confronter par rapport à une fonction de coût. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'exercice, j'ai choisi des métriques qui sont autour de la régression, autour de la calcul moyen d'erreur. Mais quand il s'agit d'un problème de classification, on peut aussi opter pour d'autres types de métriques autour de la cross-entropie. On va calculer en fait une erreur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a calculé l'erreur à la sortie, eh bien, on va la rétropropager sur tout le réseau. L'idée, c'est d'adapter les poids pour minimiser cette erreur-là. Et comment on fait? Pour résumer la situation, c'est qu'on va affecter une contribution de chacun de ces poids pour dire quel est son apport par rapport à l'erreur. Typiquement, s'il y a un poids, imaginons qu'il y a un poids ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais il y a un poids ici. Quand je l'ai augmenté, j'ai remarqué qu'à la sortie, l'erreur a augmenté aussi. Donc l'idée d'un algorithme de rétropropagation pour mieux ajuster les poids, c'est de faire le mouvement contraire. Donc il faut aller dans le sens contraire du mouvement qu'on a fait. Donc là, pour minimiser l'erreur, eh bien, l'algorithme il va dire je vais minimiser aussi ce poids-là. Parce que quand je l'ai augmenté, l'erreur a augmenté. Donc ça, c'est le principe de comment vont les choses. Mais bien sûr, il faut se baser sur un algorithme qui va gérer cette multitude de paramètres. Donc là, on va utiliser un algorithme, comme je l'ai dit, de descente de gradient. Son objectif, au bout de plusieurs itérations, c'est de trouver la meilleure configuration possible pour minimiser au maximum la fonction de coût. Et son objectif, ou en fait comment ça marche, c'est de toujours trouver les gradients opposés. Donc, si j'augmente un poids et que je remarque que l'erreur a augmenté, je vais faire le mouvement contraire. Et il essaye d'ajuster ces mouvements-là pour tous les algorithmes. Et du coup, c'est l'objectif, donc c'est arriver au minimum.
Alors, je vois que... Ah oui, il y a une question que je viens de voir. Les fonctions d'activation sont-elles les mêmes chez tous les neurones? Non. En fait, quand on va construire, par exemple, un réseau de neurones avec Keras, si on n'indique pas, effectivement, il va y avoir une fonction d'activation qui va être toujours la même. Par contre, on peut toujours paramétrer. On peut choisir sa fonction d'activation. Il y a beaucoup de fonctions d'activation qui sont utilisables. Après, il y en a une que je vous conseille d'utiliser parce qu'elle donne rapidement de bons résultats. C'est une fonction qui s'appelle relu. Et en fait, son objectif, il est tout simple. Quand cette fonction d'activation va avoir une somme qui est négative, eh bien, le signal est transformé par 0. Par contre, si on a une valeur positive, on met la valeur, en fait, on garde la valeur telle qu'elle. C'est simple comme fonction, mais elle est très efficace. Il y a aussi d'autres fonctions de type arctangente, donc aussi qui est largement utilisée dans tout ce qui est traitement d'image. Mais voilà, vous pouvez paramétrer vos nœuds ou vos couches, surtout, avec la fonction d'activation que vous souhaitez. Voilà, avec plaisir. Donc là, pour les algorithmes de descente de gradient, il y en a quelques-uns. Mais il y a le descente de gradient classique. Donc là, je vais y venir. Descente de gradient classique avec Minilo. Il y avait aussi la fonction la descente de gradient de type Adam que je vous ai présenté dans le TP rapidement, mais je vais en parler dans quelques slides. Pour vous expliquer rapidement, donc, je vous ai dit que l'objectif, ici, en fait, je vous donne un exemple très simple. Imaginez que vous avez une fonction jθ, et θ, c'est mon seul paramètre. En fait, quand je fais bouger θ, si je trouve que j'augmente ma fonction, il faut que j'aille dans le sens contraire. Par contre, quel est le pas que je vais choisir? Donc, il faut trouver la bonne adéquation. Si je vais avec des pas trop petits, comme la figure tout à gauche, donc là, OK, très bien, je vais converger petit à petit parce que je vois que j'approche vers le minimum. Par contre, je vais mettre un temps qui est très important. Lorsque le pas ou comment je vais changer mes poids, il est trop petit. En contrepartie, s'il est trop grand, et là je parle de la figure tout à droite, eh bien là, va me causer d'autres problèmes parce que là, on va diverger et on va occasionner des comportements complètement incohérents. L'idée ou le meilleur compromis possible, eh bien, c'est de trouver des pas évolutifs qui peut-être avancent à une grande vitesse au départ et qui diminuent de vitesse au fur et à mesure qu'on approche du minimum pour ne pas risquer de le rater, entre guillemets. Donc c'est ça l'objectif. Donc là, comme je l'ai dit, il y a différentes manières aussi de traiter cette mise à jour en fait, des poids. Si on va traiter toutes les données, on va utiliser le descente de gradient classique. On peut aussi utiliser le gradient de descente de gradient stochastique et en fait, il va baser les poids juste sur une seule observation. Donc à chaque fois, il va tester et c'est pour ça que si vous regardez comment ça évolue vers le minimum, c'est très tortueux. Donc ça bouge beaucoup à droite et à gauche parce qu'on se base sur une seule donnée. Il y a aussi les mini-batchs, c'est-à-dire qu'on va regarder un ensemble de données et on va mettre à jour. Et là, c'est un peu plus direct, mais puisqu'on ne prend pas toutes les données, bah, ça a tendance parfois à bouger à droite et à gauche. Et je vous ai présenté tout à l'heure Adam. Adam, en fait, il base sur la descente de gradient, mais ce qui le rend très intéressant, c'est qu'il adapte au fur et à mesure, en fait, la valeur du pas. Donc la figure au milieu là que vous voyez, c'est typiquement ce que fait Adam, en fait. C'est qu'il permet d'adapter le pas vers le minimum. Donc pour le second exercice, je reviens à mon petit TP. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer notre perceptron en un réseau. Donc là, par rapport à tout à l'heure, ce qu'on va faire, je vais juste rajouter une couche de nœuds classiques et je vais utiliser la fonction d'activation relue et je vais utiliser juste 20 itérations. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là, il va apprendre rapidement. Et là, on s'approche beaucoup plus du 100. Donc là, c'est typiquement le résultat que je cherche à avoir. Je ne vous montre pas les poids parce que là, on a rajouté une couche avec plusieurs poids et là, ça devient quasi impossible à interpréter. Et c'est là le problème, l'un des problèmes du deep learning,
c'est qu'on parle aussi, et je ne sais pas si c'est un concept que vous avez entendu parler, c'est l'explicabilité. On veut des modèles explicables, en fait. Un chef d'entreprise d'aujourd'hui, si tu lui donnes un modèle par rapport à, il va te donner des inputs et il veut prédire son chiffre d'affaires. OK, je peux lui demander ou je peux lui fournir un modèle qui va bien prédire son chiffre d'affaires, mais pour lui, ce n'est pas suffisant parce qu'il ne va pas avoir assez de matière pour comprendre qu'est-ce qui a fait que son chiffre d'affaires augmente ou diminue. Et les réseaux de neurones, ça reste quand même en mode boîte noire, même s'il y a des tentatives pour le rendre explicable, mais ça, généralement, ça reste en mode boîte noire, donc assez compliqué à expliquer. Mais ça reste des modèles qui restent assez efficaces. Et du coup, si je crée un autre réseau avec beaucoup plus de couches, donc j'augmente la complexité du réseau. Si j'ai pas d'effet démo, je me rapproche encore plus du 100, voilà. Donc là, j'ai 101.75. En augmentant la complexité du réseau, je réussis à avoir un modèle qui est beaucoup plus complexe et qui marche très bien. Bien sûr, là, ça reste un problème très simple. Je vais vous montrer tout à l'heure une exécution d'un réseau de neurones convolutifs. On va regarder tout ça, qui va traiter des images, mais là, ça va être vraiment des problèmes un peu plus complexes. Du coup, pour modéliser un réseau, il faut se poser pas mal de questions. Quel type de problème je souhaite résoudre? Donc là, il faut déjà prendre en considération quelles sont les données d'entrée et de sortie. Est-ce que je veux un problème de régression ou un problème de classification? Et également, qu'est-ce que je veux résoudre? Est-ce que c'est un problème de régression pour trouver un prix de maison? Est-ce que je veux utiliser mon modèle pour traiter des images? Ou est-ce que je vais traiter des séquences? Et là, on va choisir le type de réseau. Donc, c'est des questions auxquelles on doit poser, on doit se poser. Mais également, pour la structure, au fur et à mesure, eh bien, on doit définir ce qu'est la structure, nombre de couches, quelle est la taille de chaque couche, quels sont les paramètres que je vais choisir sur le nombre d'itérations, sur la taille du batch qui va m'aider à mettre à jour les poids, etc. Donc, c'est ça des paramètres qu'il faut prendre en considération. Si on attaque le premier problème, qui est le problème de régression, eh bien, la plupart du temps, on va consommer des données numériques qui vont être des caractéristiques quantitatives ou continues. Donc, par exemple, si je veux déterminer la pression artérielle d'une personne, ben, je vais indiquer son âge, je vais indiquer, par exemple, son nombre de battements de cœur, etc. Donc, je vais passer des valeurs numériques pour trouver une autre valeur numérique. Et l'une des bonnes pratiques à faire, c'est de normaliser les données, c'est-à-dire les rendre tous à l'échelle 0, 1 ou moins 1, 1. Et ce genre de transformation aide le réseau à converger plus rapidement. En sortie, comme j'ai dit, on va avoir des valeurs équivalentes au niveau du type, c'est-à-dire qu'on va traiter des prix de maison, on va traiter des températures ou des revenus, etc. Dans le cas de la classification, c'est un peu différent. Dans le cas de classification, on va traiter plutôt des données un peu plus complexes. Donc, ça peut être des données numériques, mais pas que. On va traiter des données non structurées, de type image, de type séquence, donc du texte. Et ça va être des données où on doit aussi appliquer des transformations en catégories. D'accord? Donc là, en sortie, je vais vous montrer un exemple. C'est qu'on a des images où on a des chiffres manuscrits, donc écrits à la main. Et en sortie, on va essayer de, de prédire de quel chiffre il s'agit. En fait, dans les données, on a des labels, mais on ne peut pas les passer directement au modèle au risque de dire si ma sortie elle est linéaire, peut-être que si je lui passe une image 2, il va me prédire 2,5. Ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche plutôt à déterminer une catégorie. Et du coup, là, on doit passer à la transformation du chiffre 2 en une catégorie. Donc, on utilise généralement de fonctions de codage, de hot coding, one hot coding, typiquement pour faire ça. Et en sortie, donc, on peut avoir des labels, on peut avoir plusieurs classes, donc dans le code de classification. Et le nombre de sorties, en fait, le nombre de nœuds de sortie, il correspond au nombre de classes que j'ai. Et finalement, en fait, l'idée, c'est que le nœud qui correspond à la classe, à la sortie, c'est celui qui va avoir la probabilité la plus grande. Donc, on doit récupérer l'index de ce nœud-là pour dire, voilà, quelle est la catégorie qui a été la plus probable.
Et ce genre de problème, ben, si on peut prendre en considération un problème de classification de photos. Je passe des photos d'animaux et en sortie, je veux savoir si c'est un chat, un chien ou un oiseau. Donc, je vais regarder à la sortie quel est le nœud qui a recueilli la probabilité la plus grande pour dire s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un oiseau. Grosso modo, c'est ça. Donc, la différence clé entre ces deux-là, c'est la nature des données de sortie. Donc, pour la régression, on va avoir des valeurs continues, alors que les catégories, ça va être plutôt des étiquettes. Et également, au niveau des données d'entrée, on ne va pas forcément avoir les mêmes considérations, les mêmes hypothèses. Et bien sûr, pour mettre en place un réseau, c'est sûr qu'il faut bien comprendre le problème, de quoi il s'agit exactement, pour cerner les meilleurs paramètres à prendre en considération et bien attaquer au mieux la problématique à laquelle on veut s'intéresser. Comment est configuré un réseau de neurones? Donc, si on met de côté la couche d'entrée et la couche de sortie, l'une des définitions à faire, c'est le nombre de couches. Aussi, le nombre de neurones au niveau de chaque couche. Bien sûr, il y a le type. Est-ce que c'est des couches classiques? Est-ce que c'est des couches de convolution quand on veut traiter des images? Ou est-ce que c'est des couches de nœuds récurrents si on veut s'attaquer à des séquences? Et bien aussi, il faut définir tout ce qui concerne les fonctions d'activation. Donc on peut utiliser maintes, comme je l'ai dit, maintes fonctions. Et bien sûr, il n'y a pas de vérité unique. De ce genre de réseau, où la meilleure configuration possible se détermine par des tests. On fait des tests en continu pour savoir quelle est la meilleure configuration possible. Il y a aussi voilà, des paramètres inhérents au réseau, tels que le taux d'apprentissage. Donc le pas que je vais définir si je pars sur un pas fixe, ou si j'utilise Adam, là, dans ce cas-là, ça va être adaptable. Il y a aussi le nombre d'itérations, la taille du lot dans le batch size. Si j'utilise aussi des techniques de régularisation pour éviter ce qu'on appelle le surapprentissage. Je vais y venir dans quelques instants. Et également, quelle est la technique que je vais utiliser pour mettre à jour mes points. Pour la fonction de coût, il y a une vérité que vous pouvez prendre comme acquise. La régression, quand il s'agit de régression, votre seule sortie possible, c'est la sortie linéaire, fonction d'activation linéaire. Par contre, s'il s'agit de classification, là, vous avez plusieurs types de problèmes. S'il s'agit d'une sortie binaire, c'est-à-dire que si je dois prédire une des deux classes, je peux choisir la sortie sigmoïde. Donc sigmoïde, c'est comme si c'était une probabilité entre 0 et 1. Quand la valeur est supérieure à 0,5, bah, je suis dans la classe 1. Si inférieur à 0,5, je suis dans la classe 0. Par contre, si je dépasse les deux classes, là, je vais utiliser ce qu'on appelle le softmax. Et s'il s'agit de multilabels, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs sorties possibles. Là, on va utiliser ce qu'on appelle le sigmoïde. Donc, il va partager un peu les probabilités. Et on peut, si on dépasse le 0,5, il se peut qu'on ait plusieurs labels, notamment pour les films. On peut avoir un film suspense et thriller en même temps. Donc, un modèle qui va déterminer le type de film, il peut sortir plusieurs labels possibles. Et du coup, il faut, avec ces fonctions-là, ben, il faut que les fonctions de coût qu'on utilisera à la sortie eh bien, suivent ce type de fonction d'activation. Donc pour l'entraînement, on va utiliser des données d'entraînement. On va choisir un algorithme d'optimisation qui va être utilisé pour mettre à jour les poids. Donc on va appliquer la rétropropagation et on va mettre au fur et à mesure ces poids-là. Également, une bonne pratique, c'est qu'on va laisser de côté généralement un ensemble de données de validation. En fait, c'est des données sur lesquelles le réseau n'a pas appris et c'est des données qui permettront de détecter les problèmes d'apprentissage et surtout les données, les cas de surapprentissage. Et ces données-là, en fait, on peut les tester. En fait, on peut tester différentes métriques pour détecter si notre modèle il apprend bien, en utilisant notamment aussi, en cherchant les meilleurs hyperparamètres possibles, en faisant ce qu'on appelle la validation croisée, c'est-à-dire qu'on divise nos données sur différentes parties et on les teste à chaque fois sur une partie inconnue pour savoir si nos hyperparamètres s'adaptent bien. Et comme ça, on pourra chercher le meilleur modèle possible. Mais on peut toujours être confronté à des problématiques sur apprentissage ou sous-apprentissage. Ça, il faut toujours avoir un œil là-dessus.
Donc là, c'est ce que j'ai dit un peu, c'est qu'on essaie d'adapter les hyperparamètres pour trouver les meilleures combinaisons. Et il y a aussi ce qu'on appelle donc, les régularisations ou les désactivations, quelque part, de certains nœuds, de certaines couches, pour faire ce qu'on appelle l'élagage. On va élaguer des nœuds, on va élaguer des liens. Eh bien, en fait, c'est une bonne pratique pour permettre au réseau de ne pas trop se spécialiser et d'éviter les problématiques de type surapprentissage. Il faut faire attention quand je dis surapprentissage, c'est que quand on regarde les paramètres ou les performances du modèle lors de l'apprentissage, on peut avoir des performances superbes, mais quand elle est teste sur des données similaires mais que le réseau n'a jamais vues, les performances ben, se dégradent fortement. Donc là, on est clairement dans un problème de surapprentissage. Et ce genre de pratique, bah, il permet drastiquement d'améliorer les choses et d'éviter que le modèle soit trop spécialisé et d'aller vers un peu plus vers la généralisation. Et en fait, c'est ce que je viens de dire. Donc le surapprentissage, c'est qu'en fait, le modèle, il s'adapte tellement aux données qu'il apprend même sur le bruit. Parce que les données, généralement, quand on a un problème, quand on a des données qu'on récolte pour prédire une sortie, ces données peuvent parfois être impactées par du bruit. Mais là, si on va construire un modèle qui va apprendre tellement sur les données qu'il va intégrer le bruit dans son apprentissage, là, on génère une grande variance. Donc là, c'est l'un des grands problèmes des modèles. Une grande variance, même si on diminue considérablement le biais. En fait, il y a deux grandeurs, le biais et la variance. Et un bon modèle, en fait, il garantit le compromis entre les deux. Donc, une variance qui est trop forte, eh bien, on s'adapte beaucoup trop aux données, tellement on s'adapte qu'on prend en considération les bruits. Par contre, le biais, c'est que lorsqu'on prend des hypothèses beaucoup trop simples, et un modèle qui est très peu de variance, c'est un modèle qui s'adapte peu aux conditions, eh bien, il est très biaisé. Et l'objectif, c'est de contrer un peu le biais, mais également contrer la variance trop forte. Et donc, l'idée, c'est de garantir le compromis. Donc, le surapprentissage, c'est lorsqu'on apprend beaucoup trop sur les données, et du coup, on a de faibles erreurs au niveau d'apprentissage, mais on a de fortes erreurs sur les niveaux de données de test. Par contre, le sous-apprentissage, c'est un peu le contraire, c'est que le modèle réagit peu par rapport aux données, très faiblement, et ce qui le rend très biaisé. Donc, c'est un modèle trop simpliste. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de garantir les deux. Là, je vous présente rapidement des cas d'apprentissage. Vous voyez des courbes pour l'entraînement et les jeux de validation. En fait, quand les deux courbes restent très éloignées, c'est qu'on a un modèle qui a peut-être appris, mais sur les validations, ben, c'est pas top. Donc, clairement, le modèle n'a pas appris sur les bons paramètres. Les bons paramètres. C'est la figure de gauche. La figure de droite, on voit bien qu'à un certain moment, les deux courbes se rejoignent, mais commence à s'éloigner petit à petit. Et en fait, là, c'est un signe de surapprentissage. C'est-à-dire que le modèle, il a été dans les mêmes performances que pour l'entraînement, mais à partir d'un certain moment, donc là, ce que vous voyez, c'est un avancement par rapport au nombre d'itérations. La fonction de coût, elle commence à s'éloigner de celle de validation, elle commence à s'éloigner de celle de l'entraînement. Et là, les performances vont se dégrader petit à petit parce que le modèle, il a beaucoup trop appris sur les jeux d'entraînement. En fait, la configuration optimale, c'est ce qu'on voit dans la figure du milieu, c'est qu'à un certain moment, quand il y a adéquation, où il y a trop de rapprochement entre les fonctions de coût pour l'entraînement et la validation, bah, c'est là où on doit arrêter le modèle pour dire qu'on est arrivé à un modèle qui est bon. Et donc là, c'est ce que j'ai dit en fait, la figure le résume un peu, c'est qu'on essaie d'arriver à un compromis entre les deux. Pour le surapprentissage ou le sous-apprentissage, ce n'est pas des fatalités. Si on rencontre ce genre de problème, il y a toujours un moyen pour contrer ces complications. En fait, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on peut introduire ce qu'on appelle le drop-out, donc de l'élagage au niveau des nœuds, au niveau des liens, pour réduire la spécialisation du réseau. On peut aussi rajouter des données pour rajouter un peu plus de variété. Et également, alors beaucoup trop d'itérations nous amène toujours à ce surapprentissage. Oui, oui, quand on peut toujours le remarquer. Du coup, il faut choisir un nombre d'itérations qui est raisonnable. Il faut toujours surveiller. Donc, vous voyez ce que vous voyez, ce que vous avez vu, les courbes de coût
d'apprentissage selon le nombre d'itérations. On doit toujours surveiller ça parce qu'on risque de tomber dans le cas qui est totalement à droite. Donc il faut surveiller et à un certain moment, ce qu'on fait, c'est qu'on peut implémenter dans le réseau des fonctions d'arrêt qui vont confronter en fait la différence entre ce que je trouve dans la fonction de coût validation, la différence entre la validation et l'entraînement. Si les coûts, la différence entre les coûts elle est très minime, on arrête l'apprentissage. Et c'est comme ça on évite les problèmes de surapprentissage. Donc c'est des choses qu'on peut implémenter. Après, ce n'est pas forcément une obligation, mais partir sur un nombre d'itérations convenable peut toujours nous amener à des modèles qui restent efficaces. Il faut juste surveiller qu'on n'obtienne pas en fait ce genre de comportement. Donc si la validation commence à s'éloigner, c'est qu'on a opté pour un nombre d'itérations qui est beaucoup trop grand. Très bien, je pense que ça a été clair. Donc ce que j'ai dit pour le surapprentissage, on peut arrêter. Donc ce qu'on appelle le early stopping. Donc dès qu'on trouve qu'il y a une différence minime entre l'apprentissage et la validation, eh bien on peut arrêter l'apprentissage. Pour le sous-apprentissage, l'idée c'est de rajouter peut-être une complexité au réseau. Donc on peut rajouter des couches. On peut aussi augmenter le nombre de neurones dans une couche. Augmenter le temps, peut-être que là on est dans un problème peut-être différent, c'est que le nombre d'itérations il n'est pas assez. Donc peut-être qu'il faut lui donner un peu plus de temps pour converger. Et également, on peut rajouter des données. Parce que peut-être que le modèle, il a appris sur des données qui n'étaient pas très diversifiées et dont la cardinalité n'est pas très grande. Donc peut-être rajouter des données peut être une solution. Mais voilà, donc c'est toujours avec des tests qu'on pourra attester ou pas si on prend les bonnes décisions. Donc là, j'ai parlé de réseaux de neurones classiques. Je vais vous présenter dans la suite deux types de réseaux qui sont largement connus dans la communauté. Les réseaux de neurones convolutifs dans un premier temps et ensuite les réseaux de neurones récurrents. Les réseaux de neurones convolutifs, ou qu'on appelle avec l'acronyme CNN ou ConvNet, ils sont conçus principalement pour le traitement des données visuelles. Donc c'est des réseaux de neurones qui ont révolutionné ce domaine-là par leur capacité à voir les images comme nous, êtres humains. Que j'ai dit tout à l'heure, dans les machines, les algorithmes de machine learning classiques, on doit transformer les données. On doit les agréger ou les aplatir pour que les algorithmes puissent consommer un format qui est potable ou qui est comestible. Par contre, les réseaux de neurones convolutifs, ils peuvent le consommer les images telles quelles. On n'a pas forcément besoin de faire des transformations, ce qui les rend très intéressants. Et en fait, ces réseaux de neurones convolutifs, ils utilisent des différentes couches qui sont capables d'extraire les caractéristiques des images pour différentes fins, notamment soit la segmentation, soit la labellisation, ou bien soit la classification. Donc on est capable de détecter des motifs caractéristiques. Typiquement là, c'est l'exemple d'une voiture. Donc le réseau de neurones convolutifs, il est en analysant l'image, il est capable de dire, oui, je reconnais la forme, par exemple, du pare-brise, des pneus, pour dire que c'est une voiture. Et c'est ça qui fait la force de ce genre de réseau. Le principe clé de réseau convolutif, c'est qu'ils utilisent des filtres. En fait, ces filtres, ce que vous voyez là dans l'image, c'est la partie jaune qui bouge en fait. Et on prend un exemple où l'image va bouger sur une image pixelisée, donc avec une taille de 5 x 5. Le filtre, en fait, il a différentes valeurs. Il va appliquer un calcul matriciel pour transformer l'image en une représentation agrégée, si on veut, et qui va garder en fait les caractéristiques spatiales. Donc, par exemple, si on va avoir des pixels qui dénotent, par exemple, un contour, au niveau de l'image, au niveau haut gauche, par exemple, ben, on pourra toujours garder cette information-là en l'agrégeant. Donc, on ne perd pas de l'information, mais on peut agréger ou créer des visualisations différentes de l'image. Donc, c'est ce qui fait la force de ce genre de réseau. Et en fait, on garde toujours cette notion de fonction d'activation. Donc, il va y avoir une image qui va être consommée. Il va y avoir des filtres qui vont passer sur l'image pour créer de nouvelles représentations, comme vous voyez ici.
Donc, selon les valeurs du filtre, donc si on a un filtre 3x3, on va avoir 9 poids différents. Et là, comme si on avait 6 nœuds différents, 28 x 28, on va avoir des représentations différentes. Donc, on va en fait transformer le 3 selon différentes visualisations. Et on va détecter au fur et à mesure des caractéristiques qui permettent de dire c'est le chiffre 3 qui est écrit. Une fois qu'on a obtenu une sortie, donc on va faire, en fait, pour l'apprentissage, on suit le même principe. On va diffuser les informations qui sont relatives à l'image. Elles vont être diffusées sur tout le réseau. On va calculer une fonction de sortie qu'on va confronter à la réalité. Et il va y avoir une rétropropagation par rapport à l'erreur. Et c'est là où on va mettre à jour, en fait, cette fois-ci, les valeurs au niveau des filtres. Ce que vous voyez là, les valeurs en rouge, en fait, c'est ces valeurs-là qui vont être mises à jour. Et c'est ce qui fera la force des filtres au fur et à mesure, parce qu'elles permettront de détecter les paramètres ou les motifs discriminants de chacune des images. Donc, au niveau des couches convolutives, il y a deux grands types à connaître. Donc, les couches convolutives qui utilisent un peu le principe que j'ai décrit, donc qui vont utiliser un filtre qui va bouger et qui va créer de relations de linéaires trop fortes. Donc, on va créer une autre représentation de l'image. Donc, c'est quelque part, en fait, ce qui est en rose là, c'est une sous-représentation de l'image, mais qui reste cohérente. Il y a aussi des couches qu'on appelle des couches de pooling qui permettent, elles, de détecter des valeurs fortes au niveau des images. Donc là, si on passe du max pooling, par exemple, et si on utilise un genre de kernel qui va bouger sur toute l'image, eh bien, on va détecter voilà, un kernel de 2x2. On va détecter en fait le pixel, le plus fort pixel au niveau de chaque sous-partie de l'image. Et là, par exemple, le pixel le plus fort en haut à gauche, c'est 20. On a gardé la formation et on n'a pas perdu l'information d'un point de vue spatial. Donc, il y a une invariabilité spatiale. On regarde toujours les informations les plus importantes dans leur endroit. Donc, ça ne bouge pas. Donc, comme je l'ai dit, l'apprentissage, il va se faire en rétropropagation. On va mettre les poids au niveau des filtres. Et c'est ce qui fait, en fait, on va apprendre au fur et à mesure comment faire adapter les filtres pour détecter les meilleurs motifs possibles pour pouvoir, par exemple, bien classer des images. Donc, il y a plusieurs types d'applications, hein. Là, je vous cite quelques-uns. La classification, la détection d'objets, la reconnaissance faciale et même le traitement du langage naturel, donc pour détecter voilà, ce genre de langage. Là, je vous donne un exemple. En fait, là, vous avez un filtre qui va parcourir l'image de l'oiseau. Et là, on a deux exemples de représentation au niveau des nœuds convolutifs. Donc, comment ils perçoivent l'image une fois qu'on a appliqué le filtre là-dessus. Ensuite, on va appliquer ce qu'on appelle la fonction d'activation. Comme j'ai dit tout à l'heure, la fonction relu, elle permet d'éliminer les valeurs négatives. Donc, les valeurs négatives, on va être annulées et on va garder les valeurs positives telles quelles. Et là, on va créer des motifs. D'accord? Et une fois qu'on aura fait ça, en appliquant le max pooling, notamment, on va garder en fait une représentation, une nouvelle représentation de l'image qui va permettre, par exemple, de dire oui, je reconnais un oiseau parce qu'il y a la forme du bec qui va être de plus en plus détectable. Donc, grosso modo, c'est comme ça que font les réseaux convolutifs. Ensuite, pour les réseaux récurrents, en fait, c'est des réseaux qui vont être des réseaux assez particuliers. En fait, si on part d'un réseau classique ou d'un neurone classique, il va consommer une entrée et fournir une sortie. La force des réseaux récurrents, c'est qu'ils vont utiliser cette sortie-là lorsqu'il y aura une nouvelle itération. Ils vont utiliser ces sorties pour les réutiliser en entrée. Donc, on va réinjecter les résultats en tant qu'entrée pour l'itération suivante. Et là, on va créer ce qu'on appelle des séquences. Et ce genre de réseau, en fait, ils vont être spécialisés dans le traitement des données qu'on appelle séquences, ce sont des données non structurées, qui permettent de détecter ou de gérer des phrases, notamment dans tout ce qui est le langage naturel, des séries temporelles aussi, ou tout contexte séquentiel. Les vidéos, par exemple, c'est une succession d'images. Donc, on peut toujours utiliser ce genre d'agencement de données pour trouver des sorties. Et ce qui fait, en fait, la particularité, c'est que
dans des réseaux de type CNN ou de type ANN, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, on réinjecte toutes les données en même temps. Et en fait, le temps, il avance lorsqu'on va traiter les données au fur et à mesure dans les couches cachées. Par contre, dans les réseaux récurrents, l'idée, c'est de déployer le réseau, ce que vous voyez dans la figure d'en bas. En fait, c'est comme le réseau était déployé, mais d'un point de vue temporel. Ce que vous voyez comme carré, ça peut être un perceptron ou une couche en particulier, mais on va la déployer d'un point de vue temporel. Donc là, quand je passe dans un premier temps, je passe X1, donc j'ai des données de X1 jusqu'à XT. Je passe X1, j'obtiens une sortie et je réutilise ces sorties avec X2 pour la deuxième itération, et ainsi de suite. Donc ce qui fait la particularité de ce réseau-là, c'est que pour les réseaux CNN ou les réseaux ANN, on a toujours la même taille. Donc si j'ai, pour un exemple de régression, si j'ai 5 variables pour prédire une sortie, je dois toujours injecter 5 variables. Pour des réseaux convolutifs, si j'ai une image 64 pixels x 64 pixels, je peux traiter que ce genre d'image. Une image 128 x 128 ne passera pas. Par contre, les réseaux récurrents, ils sont capables de détecter des séquences à taille variable. Je m'explique. Si j'ai, par exemple, des cours de bourse de deux sociétés, une qui a commencé en 2018 et une qui a commencé en 2020, par exemple, donc on ne va pas avoir un historique de même taille. Et pourtant, un réseau récurrent, on peut utiliser un même réseau récurrent pour prédire la suite des séries temporelles pour les deux cas, même si on n'a pas le même historique. Ce qui fait la force de ce genre de réseau. Donc là, la force de des réseaux-là, c'est que c'est une architecture autorécurrente qui est déployée. En fait, on peut la déployer dans le temps. Donc là, ce n'est pas la structure réelle comme vous la voyez. Donc là, il s'agit que de la couche A. Mais cette couche A, elle peut être déployée sur plusieurs fois, mais si on voit ça d'un point de vue temporel. Et c'est ce qui permet de capter des dépendances par rapport au passé. C'est ce qui fait la force un peu de ces réseaux-là, c'est qu'elles captent des informations passées pour prédire le futur. On utilise là aussi dans ces réseaux-là ce qu'on appelle la rétropropagation pour adapter les poids. Donc on va adapter les poids au fur et à mesure pour donner des poids aux instants précédents. Et dans ces réseaux-là, en fait, on se confronte rapidement à un problème. C'est que si on imagine que j'ai, par rapport à un instant T, j'ai un poids à donner à l'information à ce moment-là. Si on va plus dans le temps, eh bien, le poids va être multiplié à chaque fois pour récupérer l'apport de l'instant xt. Le problème, c'est que si le poids il est supérieur à 1, on va exploser les poids. Donc, par exemple, si j'ai un poids 2 et que j'avance dans le temps de 5 itérations, je vais avoir 2 puissance 5, déjà 64, ça va être un point énorme. Donc là, c'est un premier problème qui est rencontré dans le réseau récurrent, c'est l'explosion des gradients. En contrepartie, on a le même problème si les poids sont inférieurs à 1. Et là, on va avoir des poids qui vont disparaître, qui vont se rapprocher de réseaux de 0, par exemple, très rapidement. Donc là, pour remédier à ça, il y a des propositions qui ont été formulées, typiquement pour remédier, pour éliminer ce genre de problème. Donc, il y a les cellules GRU, qui sont des variantes des réseaux récurrents, qui permettent d'intégrer des portes d'oubli et de mise à jour, et qui permettent de véhiculer, réguler le débit d'information. Il y a aussi des cellules qui sont très connues dans ce genre de réseau, qui s'appellent les cellules STM, pour Long Short Term Memory. Elles sont connues pour traiter des séries temporelles beaucoup plus longues que celles gérées par GRU, et qui utilisent également les notions de porte pour réguler les informations, et qui permettent aussi de garder des informations ou de garder des poids quand même assez intéressants sur des observations passées. Donc les apports, c'est que on peut utiliser GRU pour des problèmes qui ne sont pas très complexes, pour répondre aux problèmes des réseaux récurrents. Et si on veut vraiment s'attaquer à des problèmes un peu plus sophistiqués, pour les, pour les réseaux récurrents, pour tout ce qui est série temporelle ou séquence de langage naturel, eh bien, on peut utiliser les LSTM pour répondre à ce genre de problématiques. Et donc là, dans les réseaux récurrents, on a une multitude d'applications très connues. La traduction automatique, l'analyse de sentiments, quand on va passer une séquence de mots et on va essayer d'identifier est-ce qu'il s'agit d'un sentiment positif, négatif ou neutre. La prédiction des séries temporelles, l'exemple que je viens de vous citer, et même la génération de texte. Donc là,
on peut générer du texte et on va demander au modèle de compléter. Et là, en fait, on va utiliser l'exemple classique des chatbots. Quand vous posez des questions, on utilise ce genre de réseau pour capter un peu l'information, pour comprendre de quoi il s'agit, et il est capable de compléter ce que vous avez écrit. Voilà ce que j'allais dire par rapport à ça. Je vais vous proposer rapidement un exercice autour des réseaux convolutifs pour vous montrer un peu comment ça marche. Alors, pour ce genre de réseau, donc rapidement, je vais toujours charger mon modèle. Je vais aussi charger différents types de couches, notamment les couches convolutives, ce que je vous ai montré aussi, le max pooling, eh bien pour prédire, pour pouvoir faire des traitements sur les couches. Là, c'est juste une fonction d'affichage. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. On va traiter des images en fait avec des chiffres manuscrits, de 0 jusqu'à 9. Donc on va avoir 10 classes différentes. On va avoir aussi des images de taille 28 x 28 et notre input va être complété. Donc la dimension, on a dimension pour les X, c'est 28 pixels, 28 pixels pour les Y, et le 1, en fait, il va correspondre au niveau de gris. Pour traiter des images avec des couleurs, on va remplacer le 1 avec 3. Donc pour le vert, le rouge et le bleu. On va charger là, on va spécifier nos paramètres d'entrée. On va générer des jeux d'entraînement et jeux de test. Et également une bonne pratique pour vous, si vous voulez toujours continuer dans des modèles d'apprentissage, on va diviser aussi le jeu d'entraînement en jeux d'entraînement et de validation. Donc là, ce genre de pratique va vous permettre de suivre ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'apprentissage ou le coût, la fonction de coût pour le jeu d'entraînement et lorsqu'il est appliqué sur le jeu de validation. Et si on remarque que les coûts pour les deux cas se comportent d'une manière pareille, donc là, on se dit qu'on évite le problème de surapprentissage. Donc là, je vous propose, là, j'affiche rapidement comment les images en fait sont disposées et je vous affiche aussi le label réel. Donc là, on n'a pas encore attaqué le, la prédiction. On fait une première opération de transformation. En fait, c'est juste pour transformer le 28 en 28 vers 28, 28, 1. Donc on va rajouter juste un canal gris qui va être compréhensible par la couche convolutive. Et une autre bonne pratique que je vous ai citée tout à l'heure, c'est la normalisation. En fait, les pixels au niveau de gris, elles varient entre 0 et 255. Un modèle qu'on veut efficace, pour lui donner l'occasion de converger plus rapidement, eh bien, en fait, on va diviser toutes les valeurs possibles, puisque le maximum, c'est 255. Et pour avoir des valeurs niveau de gris entre 0 et 1, eh bien, il y aura juste à diviser nos images, les valeurs de nos images, par 255. Ensuite, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc, nos sorties sont juste des labels. Je vais vous les afficher. Donc là, YTrain, par exemple. On va avoir un label, le premier label, c'est 5, 0, etc. En fait, il faut transformer le 5 en catégorie, le 0 en catégorie, etc. Donc on le fait passer par une fonction qui est disponible via Keras, qui s'appelle toCategorical. Et en fait, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc si je réaffiche maintenant le YTrain, le YTrain, en fait, il va être transformé en un vecteur de 10. Donc si j'affiche que le premier, histoire que vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc là, c'est 5. En fait, la première, ce qu'on a fait, en fait, on a transformé en catégorie. Le premier chiffre, il correspond à 0, ensuite à 1, 2, 3, 4 et 5. Et en fait, on met à 1 la catégorie à laquelle appartient le chiffre 5. Donc là, c'est juste un positionnement. Si c'était pour le 0, si je regarde le deuxième item, eh bien, pour 0, on met 1 pour 0 et 0 pour le reste. Et c'est comme ça qu'on transforme nos données labellisées juste avec un chiffre en de données catégorielles. Donc là, on va construire un réseau. On l'initialise avec le mot-clé, la commande séquentielle. On va créer une première couche convolutive avec 32 nœuds. Le filtre que vous avez vu tout à l'heure qui va bouger, il est de taille 3 x 3. Et on va supposer une fonction d'activation relue. Et on indique le shape que vous avez vu, pardon, des images 28 x 28 avec un canal de gris. On applique un max pooling
pour tirer les, les pixels les plus importants avec une fenêtre 2x2. On rajoute une couche similaire convolutive et on refait le même traitement. Et encore un max pooling. Ensuite, on aplatit. Et en fait, on doit passer par cette opération pour pouvoir prétendre à déterminer des classes. Et il y a aussi une bonne pratique à faire vous pouvez tester au fur et à mesure, c'est le dropout. Donc, on va élaguer 50% des nœuds pour, eh bien pour pouvoir déterminer le nombre de classes finales. Donc là, on permet au réseau de ne pas tomber dans le piège du surapprentissage. Mais c'est des paramètres en fait à tester au fur et à mesure. Et là, on utilise la fonction d'activation de sortie softmax parce qu'on cherche à déterminer une catégorie parmi 10. Donc là, si on lance la création de cette couche-là, de ce réseau-là, on peut avoir un résumé de différentes couches. Donc on va avoir aussi une idée sur le nombre de paramètres à entraîner. C'est les fameux poids que je vous ai cités au départ. Donc là, on a un nombre de poids qui est pas mal. On a 34 826 poids à entraîner et à optimiser. Je vais prendre voilà, une taille de batch 128. Donc, à chaque 128 images, je vais mettre à jour mes poids. Et on va juste limiter à 5 itérations. Et ce que on va faire, c'est que en plus des données d'entraînement, donc les images plus leur catégorie, je vais passer aussi des données de validation. Et vous allez voir qu'on peut suivre l'apprentissage au fur et à mesure. Là, on a notre fonction de coût. Je lui ai dit en fait d'utiliser la categorical cross entropy. Et on peut aussi suivre l'accuracy. L'accuracy, c'est le pourcentage. Là, on est à 81, 82, 83% de bonnes réponses par rapport à l'entraînement. Mais il faut faire attention à ce genre de métrique parce que l'accuracy toute seule ne suffit pas. Je vous donne un exemple tout simple, le temps que le modèle complète son apprentissage. C'est que pour des données médicales, typiquement, imaginons que pour 100 patients, j'ai des images IRM qui disent j'ai un patient sur 100 qui a un cancer. Si jamais c'est le cas et que je veux me baser, je vais dire, ben, si mon modèle me dit tout le temps que tout le monde est sain, l'accuracy, elle va être à 99%. Donc, sur le plan comptable, on va dire que c'est super. Mais mon modèle ne sera jamais capable de détecter des malades. Donc, il faut aussi s'armer d'autres types de métriques pour voir si mon modèle, il me permet d'avoir une accuracy, mais également, est-ce qu'il est capable de bien prédire différents types de catégories. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est que là, ce que vous voyez ici, c'est juste pour les données d'apprentissage. Et quand vous voyez val loss et val accuracy, c'est ce qu'il a trouvé pour les données de validation. Pour rappel, c'est des données que le modèle ne voit pas. Et on arrive tout de même à avoir un niveau d'accuracy qui est assez bien. Comme en fait, c'est des images qui sont représentées d'une manière équivalente dans le jeu de données. Donc là, on n'a pas de problème via les métriques supplémentaires. Donc on peut se limiter à l'accuracy. Mais dans des problématiques où on a des données qui sont biaisées au niveau de l'arc cardinalité, là, il faut faire attention. Mais on voit bien qu'en confrontant la métrique le coût et également l'accuracy pour le jeu de données d'entraînement et pour le jeu de données de validation, eh bien, on a des mesures qui restent très équivalentes et ce qui nous garantit que le modèle n'est pas en train de tomber dans le piège du surapprentissage, c'est qu'on est en train de converger vers un modèle qui est efficace. Donc là, on va terminer par la dernière itération et on va le soumettre à une évaluation, mais cette fois-ci avec un jeu de données test, c'est un jeu de données différent. Donc c'est le troisième jeu de données qui va nous permettre de calculer une fonction coût, mais également l'accuracy. On va voir l'accuracy ou l'efficacité qui sera inhérente à ce jeu de données. C'est bientôt terminé pour l'apprentissage. On va attendre encore un peu. Donc il a terminé là son apprentissage. Eh bien, quand on passe le modèle pour prédire par rapport au jeu de données de test, on a 98% de bonnes réponses et une loss qui reste assez comparable par rapport à ce qu'on obtient en validation et en entraînement. Donc notre modèle, il est très efficace. Et là, si on veut confronter
les images de test par rapport à ce que va me prédire le modèle. Donc, on utilise juste modèle.predict. Et là, je vous affiche 313 images. Je pense que c'est la taille du, ouais, c'est la taille du jeu de test. Donc, ce que vous voyez, ce que vous allez voir, ça va arriver. Donc, vous allez voir les images et au-dessus d'elles, les labels qui ont été affectés par le modèle de prédiction. Bien sûr, j'ai 98% de bonnes réponses. Donc, il se peut que j'ai des cas où le modèle, il confond parce que pour une raison ou une autre, le chiffre, lui, il y a une ambiguïté en fait au niveau du chiffre. Et je me souviens d'un exemple, peut-être que je vous pourrais le visualiser, où il a confondu un 6, voilà. Il a confondu un 6 avec un 0. Donc, c'est des modèles qui marchent très bien, mais qui peuvent aussi se tromper. Mais dans ce cas-là, les données sont de bonne qualité. Donc, on arrive à bien détecter, le modèle arrive à bien détecter les caractéristiques de chacun des chiffres. Après, on n'est jamais loin d'une ambiguïté parce qu'on a écrit un 6 qui se rapproche de 0 ou un 3 qui se rapproche d'un 8, etc. Et également, vous pouvez toujours sauvegarder votre modèle et vous pouvez l'utiliser sur d'autres images de même type sans pour autant relancer l'apprentissage. Donc, vous pouvez juste le sauvegarder dans un format bien particulier que vous pouvez recharger et appliquer tout de suite. Il y a aussi, voilà, en guise d'information complémentaire, vous avez vu qu'on peut créer un modèle via une API qui s'appelle séquentiel. C'est pour ça que vous utilisez le mot-clé séquentiel. Mais on peut utiliser ce qu'on appelle une API fonctionnelle. Mais pour votre information, elle est utilisée pour créer des réseaux un peu plus complexes ou un peu plus spécialisés, dans la mesure où on peut partir d'un tronc commun, créer des bifurcations et que les réseaux se rejoignent après. Donc on peut créer ce genre de choses. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, que le contenu a été clair. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai proposé. Si jamais il y a des questions qui vous viennent à l'esprit plus tard, vous pouvez toujours me contacter via LinkedIn. Donc, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas été trop long non plus. Je vois que j'ai explosé le temps, donc je m'excuse. Un modèle sauvegardé contient que les poids finaux. Oui, mais rien n'empêche de reprendre le modèle et de le réentraîner. Si on juge qu'un modèle, il est... Et d'ailleurs, là, la question, elle est très intéressante dans la mesure où on peut partir d'un modèle et le réentraîner à notre manière pour attaquer des problématiques de type transfer learning. C'est que, je vous donne un exemple rapidement. Un modèle qui est dédié pour la détection d'animaux, on peut rajouter des couches supplémentaires pour qu'il apprenne à la détection, par exemple, des cellules cancéreuses. En rajoutant juste quelques couches supplémentaires. Donc les poids finaux, on va les garder pour les modèles pré-entraînés, mais on va entraîner que les couches supplémentaires que nous avons rajoutées pour adapter la compréhension du modèle pour qu'elle s'adapte mieux à notre problématique.